Un cadre exceptionnel pour ce premier numéro de Dimanche en politique, un théâtre à l'italienne, le Théâtre des Bleus de Bar à Bar-le-Duc, le monument du Grand Est choisi pour bénéficier des gains du premier loto du patrimoine organisé en France. Est-ce la meilleure solution pour sauver notre patrimoine en péril? On va en discuter tout de suite avec mes invités. En ce dimanche, journée du patrimoine, on se penche au chevet de nos très chers monuments. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du Théâtre des Bleus de Bar qui nous accueille aujourd'hui pour Dimanche en politique. Et à mes côtés, mes trois invités, Pascal Mangin, président de la commission culture à la région Grand Est, Anthony Koenig, délégué de la Fondation du patrimoine pour la Meuse, et Fondation du patrimoine étroitement liée, on le verra, à l'organisation du fameux loto du patrimoine, et puis William Alif, vice-président de l'association de sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar, qui a donc la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans ce cadre absolument magnifique. Un théâtre à l'italienne, le premier construit en France en béton armé en 1900, avant le théâtre des Champs-Élysées, et qui a connu déjà beaucoup de vie. Oui, ce théâtre construit en 1900, ouvert en 1902, a vu passer beaucoup de troupes de théâtre jusqu'aux années 70, où il est devenu un lieu de gymnastique. Puis ensuite, il a été mis en sommeil, je crois, en 2010, et jusqu'à 2015, où l'association a pu le reprendre. Voilà, une sacrée histoire. Trois copains, dont votre fils, oui. Loïc, qui décide un beau jour, je pense que c'était un petit peu mûrement réfléchi quand même, de racheter donc ce théâtre pour lui redonner une nouvelle vie. Et bien, cette très belle histoire, c'est celle que va nous raconter maintenant Jean-Christophe Panec et Alain Blanquet. À Bar-le-Duc, à la limite entre ville haute et ville basse, le lieu semblait définitivement voué à l'abandon. C'était sans compter sur l'initiative de trois copains d'enfance. Leur envie, leur défi, redonner vie à ce théâtre qui croule sous les gravats. C'est même devenu un squat destiné à être transformé en logement. Hors de question pour nos passionnés, 110 ans après sa création, le Théâtre des Bleus de Bar doit être restauré pour retrouver sa fonction d'origine. Ce théâtre a été construit en 1900, inauguré en 1902. Donc là, on voit cette scène majestueuse avec 15 mètres de hauteur. Et on a redécouvert le cadre de scène, en fait, qui en bas était caché, parce qu'il a été caché dans les années 70, où en fait le théâtre est devenu un gymnase dans les années 70. Donc là, il n'y avait plus du tout de siège. Tout était vraiment recouvert d'un grand plancher. Donc de 1970 à 2000, le fameux théâtre est devenu un gymnase. Et en 2000, il a été abandonné, et c'est pour ça qu'on voit maintenant, donc il y a eu une période de squat, et qu'on voit tous les détails, les moulures qui ont été un petit peu saccagées pendant une quinzaine d'années, avant que l'association arrive et puis ils reprennent le bébé en 2016 pour commencer à le retaper. Car depuis 2 ans, l'association de sauvegarde est devenue propriétaire du bâtiment pour quelques milliers d'euros. Premier défi est de taille, réhabiliter les lieux, mais en conservant l'esprit de ce théâtre à l'italienne dans son jus. Très vite, une partie de la population adhère au projet. Le théâtre renaît de ses cendres. Ce qui est bien, c'est l'émulation populaire qui est autour. Et tout de suite, il y a une cinquantaine de bénévoles qui sont venus avec nous, puis une centaine. Maintenant, on est quasiment 150. Le lieu, en tant que tel, le théâtre, lui, parle beaucoup aux Barisiens parce qu'il a toujours été présent. Et c'est vrai que les grands-parents connaissent le théâtre, les parents ont connu le gymnase, qu'après c'est devenu un gymnase. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est que les petits-enfants redécouvrent le théâtre, quoi. Donc, c'est une aventure qui est vraiment ancrée sur son territoire. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a tant de monde autour de nous. Mais pas de projet sans financement. Quelques subventions publiques et aides de mécènes privés enclenchent la dynamique. Bingo! En mai dernier, le théâtre est choisi comme l'un des 18 sites emblématiques retenus par le loto du patrimoine imaginé par Stéphane Bern. Cette mission Bern, elle arrive à point nommé parce qu'on n'est qu'au début des travaux et on est, on va dire, pour une fois un peu dans le cœur du sujet. On cherche sur la ruralité, on cherche quelque chose qui n'est pas tenu par des collectivités, le côté privé, donc les trois amis, donc un peu jeunes aussi. Tout ça réuni, patrimoine du XXe siècle. Pour une fois, on rentre dans les cases, dans notre petit lieu, et finalement, on finit lieu emblématique de la grande région, ce qui est hyper important, et du coup, à la sortie, un financement important.
qui va nous être octroyé. Ce loto devrait garantir 350 000 € d'aide sur un budget de réhabilitation estimé ici à 1 600 000 €. Une réouverture est espérée pour 2020. La salle pourra accueillir 400 personnes. Alors pour qu'on explique bien les choses, le théâtre des Bleus fait partie des 18 sites, on dit emblématiques, prioritaires de ce premier loto du patrimoine. Et le choix a été fait par une commission, c'est ça, dont la Fondation du patrimoine fait partie. Alors, on a vu les critères, lesquels viennent de nous expliquer, les critères qui ont été retenus. Mais vous, comment vous avez fait pour choisir finalement ? Alors nous, on n'a pas forcément choisi l'intégralité des sites dans le détail. On a fait remonter un maximum de sites sur... Alors, moi pour la Meuse et la Lorraine, sur lequel on travaillait, mais évidemment chacun a fait le travail pour son morceau de territoire sur la France. Il y a plus de 2000 sites qui ont été remontés entre la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et parfois des privés qui se manifestaient directement et seuls auprès de la mission dite Berne. Voilà, mais sinon effectivement c'est le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine qui étaient cheville ouvrière, et là-dedans, nous on a un petit peu préfléché et insisté sur des sites qui nous semblaient personnellement indispensables en termes de la qualité du site. C'est sûr que ça compte, sa qualité architecturale, patrimoniale, cette dynamique associative, humaine, joue aussi également, et la capacité à monter techniquement les choses. Donc voilà un petit peu les critères. Le théâtre, on se doutait presque qu'il allait pouvoir arriver. Alors, à chaque fois, on fait attention de ne pas trop leur annoncer, mais à chaque fois qu'on a placé le théâtre dans un dossier, on en avait fait quelques-uns avant, quelques mois avant. C'était presque gagné d'avance. Quasiment à chaque fois. Pascal Mangin, c'était un bon choix ? C'est un excellent choix parce que on est dans du patrimoine culturel et du patrimoine privé. Ça montre aussi la diversité, l'énorme diversité des patrimoines que nous avons sur ce territoire du Grand Est. Et le patrimoine privé, évidemment, en fait partie. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on est sur le Grand Est, parce qu'il y a quand même pas mal de monuments qui peuvent prétendre. C'est pas qu'il y en a pas mal, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a par exemple plus qu'en Bretagne, il y en a plus qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, mais surtout c'est peut-être aussi des tas de patrimoines différents qui ne sont pas toujours appréhendés de manière touristique. Voilà, il n'y a pas forcément des tas de monuments emblématiques. Nous avons du patrimoine militaire, nous avons du patrimoine industriel, nous avons du patrimoine qui tient aux traditions industrielles, au verre, au papier. Et puis évidemment, il y a le patrimoine celui qu'on a le plus l'habitude de voir, c'est-à-dire des bâtiments, des lieux emblématiques. Ça fait plus de 1200 bâtiments, lieux qui sont protégés d'une manière ou d'une autre. Oui, donc ça fait un certain nombre. Puis on verra qu'il y en a un certain nombre aussi, alors qui n'auront pas autant d'argent que le Théâtre des Bleus, mais dans la région Grand Est, qui vont quand même bénéficier d'une aide financière. On verra ça un petit peu plus tard. Justement, à propos d'argent, donc le Théâtre des Bleus, William Alif, va avoir 358 000 euros. Ça y est, maintenant c'est fait. Bon, la restauration, elle coûte quand même, vous l'avez estimé, à 1 600 000, donc on est enfin, loin. 1 million, on serait plutôt autour de 1 million. 1 million. On resterait surtout sur 1,1 million, admettons, on ne va pas... En tous les cas, voilà. La somme n'y est pas. La somme n'y est pas. Comment vous allez faire ? Alors, oui, on compte beaucoup sur... la Fondation du patrimoine nous a beaucoup aidés dès le départ. Donc à la Fondation Berne et la Fondation du patrimoine, on arrive déjà à 500 000 euros, ce qui nous permet déjà de faire les travaux sur les façades, les fenêtres, les portes, puis le foyer, les toitures, l'ascenseur, le gros travaux de maçonnerie, l'ascenseur pour les accès PMR. Et puis les passerelles, pour les handicapés, oui, et enfin les personnes à mobilité réduite. Et donc oui, tout ça, c'est les sorties de secours également qu'il faut creuser aussi dans le théâtre. Et donc oui, il nous faut encore une certaine somme, oui. Mais donc c'était plus que bienvenu. C'était inattendu. C'est inattendu. C'était inattendu. Bon, l'aide de la Fondation, des mécènes et de la Fondation Berne, de la population, des bénévoles, je veux dire, chacun contribue à amener le financement nécessaire. Alors, ce fameux loto du patrimoine, donc en fait, il se décline en deux étapes. On va dire, il y a eu le loto qui s'est passé, le loto traditionnel, donc ce vendredi, le tirage, on va dire, classique. Et puis, depuis le 3 septembre, il y a un fameux jeu de grattage qui s'appelle Mission Patrimoine. Là, ce sont des tickets donc, qui ont été mis en vente, 12 millions, je crois. 15 € le ticket, c'est cher, hein, non ?
C'est cher. Alors, c'est un jeu pour gagner de l'argent. Donc les gens jouent d'abord pour gagner de l'argent. Mais généralement, c'est quand même le jeu de grattage le plus cher C'est vrai. Après, qui c'était existe. Hein. pour toucher aussi un autre public, pour bien faire comprendre l'intérêt du patrimoine. Alors après, le prix, finalement, on peut toujours en discuter, mais vraiment, c'est pas une substitution, parce que je l'entends beaucoup en disant mais on peut donner une autre somme au projet si on leur donne directement. Oui, bien sûr, vous risquez pas de gagner quelque chose et c'est pas la même chose, mais tant mieux de donner. On a besoin de dons directs au projet et continuer à aller sur le site de la Fondation du patrimoine, abonder le projet du théâtre ou celui qui est près de chez vous, qu'importe. Mais bien sûr, il faut continuer à faire ça. Là, c'est pour avoir des sommes supplémentaires et en même temps pour créer un enthousiasme supplémentaire autour du patrimoine. Ça se fait en Angleterre depuis longtemps. C'était une demande des associations du patrimoine depuis une vingtaine d'années. On est content que ça se fasse. C'est jamais suffisant, il en faudra encore plus, mais déjà, ça permet d'enclencher, j'irais dire, la seconde en termes de mise en valeur et de politique du patrimoine de manière plus structurelle. Et là, les retours qu'on a, puisque ça fait à peu près 2 semaines maintenant qu'ils sont mis en vente, ça marche bien? Alors, moi, j'ai pas tous les retours au détail de la Française des Jeux dans chaque bureau de tabac. Il est vrai que, étant à Bar-le-Duc, où il y a un projet emblématique, nous, ça se vend plutôt très bien. On a l'impression que les bureaux de tabac sont plutôt sollicités pour ce jeu. J'ai eu plutôt de bons échos par ailleurs. Après, on tirera le bilan. On verra si au mois de décembre, on a vendu nos 12 millions de tickets, s'il faut prolonger de 2 mois, si c'est fini avant. C'est aussi expérimental. C'est une première année. On a besoin sûrement de caler les choses pour les années suivantes et voir comment ça s'est passé cette première campagne. Vous avez joué? Oui. Gagné? Non. Dommage, pour jouer. Ça fait plus d'argent pour Bercy aussi. Il y a de l'argent pour la Fondation et il y a un peu d'argent pour Bercy aussi. Ça n'est pas négligeable. C'est une bonne solution, ce Écoutez, patrimoine? moi je pense que, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on peut discuter du prix, on peut discuter de la méthode, etc. Mais c'est un pas qui a été fait parce qu'on en a beaucoup parlé et tout le monde reculait toujours au moment d'agir. Maintenant, ce pas est fait. Moi, je souhaite vraiment que ça ne soit pas qu'une opération d'une année, pour le dire en bon français, que ce ne soit pas un one-shot. Il faut habituer les gens. Alors, évidemment, si on paie des impôts, c'est 66% de déduction fiscale. Donc ça rapporte aussi quand on donne directement au projet, on paie un peu moins d'impôts. Mais l'idée que ça soit un jeu, qu'on en discute au bureau de tabac, qu'on puisse gagner, voilà, c'est finalement aussi l'occasion d'en discuter à table, d'en discuter au café le matin, etc. Et évidemment, ces visuels traduisent aussi les diversités de patrimoine, les lieux, etc. Et je pense que, comme cela vient d'être dit, évidemment, ça va super bien marcher à Bar-le-Duc, j'espère que ça marche bien à Strasbourg. Bref, c'est un moyen de rendre ça plus préhensible, parce que quand on fait des enquêtes, on voit bien que les gens sont très attachés au patrimoine, mais ils sont un peu moins attachés à donner au patrimoine. Donc c'est une manière aussi de donner. Mais est-ce que, du coup, c'est ce que les détracteurs du loto du patrimoine disent, est-ce que ce n'est pas une manière de camoufler le désengagement de l'État? Alors, je pense que si l'État voulait, si par exemple la répartition entre ce qui est donné à la Fondation du patrimoine et ce qui est gardé par Bercy était un petit peu différente, j'ai d'ailleurs noté en achetant mon ticket que si je l'avais acheté à Monaco, j'aurais reversé, la Fondation aurait eu un peu plus d'argent que si je l'ai acheté en France. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des discussions. C'est 1,52 €. Voilà, et 1,66 € à Monaco, je crois. Voilà. Donc, ça montre que Bercy est quand même très très attentif. Donc bien sûr qu'il y a la question du volume financier que met l'État, et on ne peut pas sans cesse demander plus. Mais c'est un bon moyen d'avoir plus en faisant appel aux gens, mais c'est bien que sur cet élément-là, peut-être que le ministère des Finances et la Française des Jeux peuvent faire aussi une réelle contribution en étant un petit peu plus souple sur ce qui revient à la Fondation du patrimoine. Est-ce que la région investit aussi? Alors la région a investi, oui, la région elle investit. Dans le Théâtre des Bleus? Elle n'investit pas dans le Théâtre des Bleus parce qu'elle a des critères. On est ici sur un monument, je le disais, sur du patrimoine privé dans une ville de plus de 6000 habitants qui n'est pas classé. Donc c'est en dehors de nos critères. Donc on a, mais par exemple, si c'était du patrimoine privé dans une ville de moins de 3500 habitants non classé au monument historique, on pourrait investir parce qu'on a aussi dans nos critères la dimension aménagement du territoire et on est vigilant là où on pense évidemment que les communes ont moins de moyens. Mais c'est évidemment de l'investissement direct. C'est, au total, le budget patrimoine, c'est un peu plus de 15 millions d'euros. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est un investissement scientifique. Avant de faire un projet, avant de travailler avec la Fondation du patrimoine, il faut connaître son patrimoine. Et c'est le travail du service de l'inventaire, de travailler avec la région, avec les communes, avec les élus, mais aussi avec les associations. Et puis le patrimoine, c'est aussi, comme ici, on le voit très bien, des gens qui se mobilisent autour du patrimoine. On a partout dans la région des sociétés d'histoire, des gens qui sont
comme ici Anthony qui fait un blog autour des bâtiments, etc., des gens qui sont passionnés. On a un comité d'histoire régionale qui fédère 1600 associations qui travaillent sur le patrimoine. Et puis enfin, on a aussi des lieux d'exposition, des lieux de monstration, c'est les musées. On a 123 musées de France. Et cette année, je le dis parce que j'en suis fier, en tout cas nous pouvons en être fiers pour notre région, il y a 5 expositions d'intérêt national parmi les 20 expositions d'intérêt national qui ont été choisies en France. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment les bâtiments, mais c'est surtout tout un écosystème qui est autour, et un écosystème qui a une grande qualité scientifique, parce qu'il ne s'agit pas non plus, on a vu qu'ici c'était un gymnase, essayons de ne pas faire en sorte que dans le prochain plateau, ici dans 30 ou 40 ans, on dise bon, ils ont fait n'importe quoi avec ce qui était là. Ce ne sont pas effectivement que des vieilles pierres, comme vous le disiez fort justement, mais toute une économie qui peut se greffer autour. Malgré tout, est-ce que dans une période justement de difficultés économiques, on nous demande de faire des économies, on nous demande de faire attention à l'environnement, les questions de pauvreté, de chômage sont beaucoup plus présentes. Est-ce que s'intéresser au patrimoine, finalement, c'est pas un peu... La clé, vous voulez dire, c'est ça? Je être pense, oui, la à clé. côté. Parce que je crois qu'on nous demande d'investir en milieu rural, de ne plus laisser les territoires mourir. Je crois qu'on nous demande de réinvestir avec les entreprises locales. On ne démonte pas encore les théâtres pour les réparer en Chine et les ramener ici refaits. Donc il y a aussi de l'emploi non délocalisable. Je crois qu'il y a un potentiel touristique. Je crois que M. Mangin a dit qu'au niveau de la région Grand Est, on pouvait mieux faire au niveau de la mise en tourisme de notre patrimoine, et je crois qu'on en est tous conscients, mais en même temps, le potentiel sort de plus en plus, et ce genre de mission, au-delà du loto, de trouver de l'argent, c'est aussi d'en parler, et du coup de faire avancer ce sujet, ce débat. Donc je crois qu'il est au cœur. Les journées du patrimoine tous les ans, qu'on nous sommes en train de vivre ce week-end, ça ne suffit pas. Alors non, ça ne suffit pas parce que ça, c'est gentil, c'est bien, hein, c'est un moment nécessaire, mais c'est vraiment effectivement insuffisant. C'est bien, on va voir les grands monuments, de plus en plus d'autres monuments, et tant mieux, mais c'est difficile d'avoir là une question globale du patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi des villes, des villages entiers parfois, des paysages, ce sont d'autres questions. Donc on ne peut pas les réduire à ça. Pour en revenir simplement dans vos priorités, je vous rappelle qu'on fait aussi des chantiers d'insertion avec le patrimoine depuis longtemps. On pourrait sûrement mieux faire en lien avec les écoles, en lien avec plein d'autres choses. Je pense que le tissu social est complètement lié au patrimoine bâti ou paysager, l'ensemble. Je pense que c'est un tout cohérent. Laisser de côté notre patrimoine, c'est laisser de côté quelque part le territoire, son identité, ses paysages, ses hommes. Et je pense qu'il y a non seulement il n'y a pas de contradiction, mais au contraire, il y a une vraie communion entre l'ensemble. Alors on dit ça, en gros, ça va faire 20 millions d'euros, ce qui est une coquette somme quand même, ce loto du patrimoine. Si on augmentait de 10 centimes les nuitées en France chaque année, on arriverait à la même somme. Il y a 400 millions, je crois, de nuitées en France. Ça semble rien, ça semble dérisoire. Pourquoi on ne le fait pas? Non, mais la somme n'est pas forcément importante. Et enfin, je crois que ça a été dit. La question du volume, parce que qui est consacré au patrimoine, est un sujet. Et c'est une compétence de l'État. Je veux dire que si la région investit dans le patrimoine, c'est une compétence facultative. D'un côté, pour l'État, c'est obligatoire. Pour la région, c'est facultatif. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est l'inventaire. Donc, évidemment qu'il doit y avoir une discussion là-dessus. C'est une discussion politique, je veux dire, des priorités. Et on peut évidemment y revenir longuement. Il y a aussi la question de savoir, en même temps, l'État sert très clairement les finances des collectivités territoriales. On vient de signer un pacte financier pour ne pas augmenter nos dépenses de plus de 1,2%. Ça réduit aussi évidemment nos marges de manœuvre. Donc on voit bien qu'on les réduit. Et moi je rejoins ce qui a été dit. 15 millions d'euros par exemple pour la région, c'est autant d'argent pour les PME, pour des entreprises qui ont souvent des emplois hautement qualifiés. Donc évidemment, réfléchissons de manière globale, c'est-à-dire que c'est un peu un effet domino. Si on enlève de l'argent sur le patrimoine, ça a un effet en chaîne sur des formations, pour des entreprises, enfin bref, pour tout un tas de gens, et évidemment à la fin, évidemment pour le tourisme. Et pour revenir là où vous étiez parti, ça veut dire qu'on ne pourra même pas, si on n'a plus de tourisme, augmenter les unités. Donc voilà un petit peu, voilà l'effet boucle, la boucle est bouclée. Pardon. Oui. Alors comment comprenez-vous le coup d'éclat, le coup de gueule presque de Stéphane Bern qui ne veut pas être un cache-misère? Je crois qu'il a raison, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, là aussi, c'est pas contradictoire. Je vous rappelle que dans le coup d'éclat Stéphane Bern, il y a la loi Elan. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est normal, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais la loi Elan est une des nombreuses lois scélérates qui sortent à chaque gouvernement. C'est pas propre. On a eu le Grenelle 2 qui a essayé d'enlever aussi la vie des ABF dans ce qu'on appelait les ZPPAU à l'époque et autres secteurs protégés. Alors, pour faire très simple, c'est les architectes et des bâtiments de France qui n'auraient plus l'obligation. Mais ça, c'est arrivé dans les années sous le président Sarkozy.
Sarkozy, c'est l'arrivée sous le président Hollande avec la loi El Khap où il y a eu des tentatives. On sent toujours, malheureusement, une non-compréhension de l'ensemble du patrimoine. Quand il faut sauver des châteaux, des églises, je ne dis pas qu'il y a tout le monde, il faut parfois chercher un peu, mais il y a un peu de monde qui vient. Quand il faut dire, on a des secteurs entiers où on fait attention parce que les belles églises, si tout autour c'est défiguré ou détruit, ça n'a plus de sens. Là, il y a un peu moins de monde. Donc il faut aussi convaincre. Évidemment, ça devrait se passer dès l'école. Là, il y a encore un peu de travail. L'Italie est peut-être un peu plus en avance que nous sur ce sujet. Et je pense que le coup d'éclat ne vient pas uniquement d'un manque d'argent. Mais bien sûr qu'on manque d'argent aussi. C'est un des vecteurs. Mais ce n'est pas le seul. Si à côté, on avait déjà un petit peu plus d'argent, comme on essaie de l'avoir là, mais qu'en même temps, on ne nous faisait pas ou en tout cas, on n'essayait pas de faire un arsenal juridique qui mette en péril les lois sur le patrimoine et l'urbanisme qualitatif qui intègre le patrimoine de manière intelligente. On est loin des choses figées. Vous pouvez vous balader dans nos villes. Parfois même, on en réclamerait un peu plus. Mais en tout cas, on a un cadre pour travailler. Ne menaçons pas au moins ce cadre au nom de quelques-uns qui semblent techniquement ne pas forcément tout comprendre non plus à la machine, ou en tout cas ne veulent pas se plier au nom d'autres intérêts. Alors je disais, donc en fait, il y a 18 monuments prioritaires, mais ils sont en gros 270 qui ont été sélectionnés pour ce premier loto du patrimoine. Et la région Grand Est est en fait la région où il y a le plus de monuments, j'ai compté, qui ont été sélectionnés. Il y en a très précisément 46. Alors est-ce qu'on doit s'en réjouir, au contraire s'en inquiéter, parce que ça veut peut-être dire aussi que le patrimoine de la grande région est en péril? Alors, il n'y a pas que du patrimoine en péril, il y a des endroits où il y a des projets. C'est déjà, je reviens à ce que je disais un peu au début, c'est qu'on a beaucoup de patrimoine, contrairement un peu contre-intuitivement à l'idée tourisme, enfin région touristique égale région de patrimoine. Bien sûr que nous sommes une région touristique, mais il y a des tas d'endroits où il y a du patrimoine qui n'est pas, je veux dire, celui qu'on a l'habitude de voir en tant que touriste. Et encore une fois, nous en avons plus qu'en Bretagne, plus qu'en PACA, plus que dans pas mal de régions. Donc ça, finalement, ça correspond assez bien à cela. Et puis, ça veut dire qu'il y a des projets. Et je voudrais aussi saluer la Fondation du patrimoine. Il y a une Fondation du patrimoine dynamique. C'est-à-dire que nous incitons beaucoup, en particulier sur le patrimoine privé et dans les villes de plus de 6 000 habitants, à faire en sorte que les projets soient mécénés. C'est-à-dire que, voilà, l'idée que tout ne puisse pas reposer sur la puissance publique et qu'on ne se batte pas entre les collectivités et l'État, moi je l'accepte totalement. Mais le mécénat et le fait que la population puisse participer, je pense que c'est ce qui a été dit, ce qui est arrivé, c'est là où il y a des projets. Là, le plus grave serait finalement qu'il y ait du patrimoine qui soit en déshérence, sans projet, et qui passe donc ainsi sous les radars. C'est un petit peu cela, me semble-t-il, que ça montre. Que peut-on faire quand, là, ce sont carrément des centres historiques dans un rapport d'un ancien sénateur socialiste, Yves Dauge, une série de centres historiques ont été pointés du doigt, et notamment, il y a celui de Lunéville et puis celui de Sedan. Dans la grande région. Alors, évidemment, nous avons aussi des villes où la situation économique est difficile, mais cela dit, au-delà de Sedan et Lunéville, c'est, à mon avis, une question qui se pose partout. Un bâtiment, vous avez parlé des ABF tout à l'heure, c'est un lieu, une entreprise, un bâtiment, que sais-je, une église, mais c'est aussi un environnement. Et ça repose la question de l'environnement et de tout le travail, encore une fois, que l'inventaire fait avec les secteurs sauvegardés, avec la promotion de labels, les petites cités de caractère, les villes d'histoire, qui donnent envie finalement de faire attention à ce qui est autour. Et évidemment, il y a des endroits où la concentration de lieux historiques, de patrimoine est très forte. Les moyens de la ville sont quelquefois, plutôt faibles, et quelquefois comme Sedan, etc., en même temps dans des territoires qui sont en grande difficulté économique. Donc moi, je trouve que c'est très bien qu'on les mette en avant. Aujourd'hui, l'État prend la mesure de la question des villes moyennes avec cœur de ville, etc. Ça veut bien dire que quand on fait une politique, on dit il faut ramener de l'activité économique en cœur de ville, etc. C'est aussi la question du patrimoine qui doit se poser, et pas simplement, moi je pense que ce qui a été bien dit est extrêmement important, pas simplement comme une contrainte, pas simplement parce que la BF va donner un avis, ça va m'empêcher de reprendre mes volets en rose ou en vert, etc., mais au contraire comme une chance, et de se reposer les bonnes questions. Et donc Lunéville, il y a un projet qui est en cours, en tout cas notamment autour du château, etc. On réfléchit beaucoup. Il faut sans doute qu'à Sedan, on prenne la main, mais prendre la main, ça ne veut pas simplement dire que c'est la responsabilité de l'État ou de la région, c'est-à-dire que c'est un collectif qui doit être là, au cœur de ces problématiques. Anthony Koenig, on a quasiment la garantie que le loto du patrimoine sera reconduit donc pour au moins encore 2 opérations, c'est ça ? La garantie, moi, je ne la donne pas, mais effectivement, ça nous a été annoncé comme tel, nous, en interne, que c'était 3 années expérimentales, donc 3 années qui
on l'espère, vont donner lieu après à une permanence de ce dispositif. Mais oui, on part déjà probablement pour l'année prochaine. Moi, je ne veux pas donner la validation après de tous les chiffres, mais voilà, c'est quelque chose qui semble être une solution qui va être pérennisée. Il faut attendre vraiment tous les résultats, y compris du jeu à gratter. Il y aura peut-être des ajustements, mais aujourd'hui, je ne peux pas le garantir. Pour juste rebondir sur l'histoire des villes historiques, effectivement, c'est un problème national. On parle des centres-bourgs, des villes moyennes. On va bientôt parler des grandes villes où ça ne va pas très bien. Mais quand on fait le lien, et quand on fait le lien avec tout, vous voyez bien que ce n'est pas la question du patrimoine uniquement, mais le patrimoine est le cristallisateur des enjeux de centres anciens. Et quand on fait une zone commerciale en périphérie, une énième de plus, et je vous passe les détails des autres cochonneries qu'on peut faire, on détruit peu à peu le centre historique. Et là, oui, il n'y a plus de moyens. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus de moyens après. William Alif, c'est vous qui aurez la parole en dernier. Oui. Vous avez les sous, vous allez terminer la restauration. Une partie. Vous espérez, oui, vous avez une partie des sous, vous espérez Une pour partie de la 2020. restauration. Qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'il faut que ça vive quand même cet endroit. Voilà, c'est pas seulement le patrimoine, c'est Ouais. aussi derrière qu'il y a un projet culturel. Et donc nous, l'intérêt, c'est de refaire du théâtre, de la musique, des expositions, de l'ouvrir largement au public, aux Parisiens qui nous soutiennent depuis l'ouverture de notre chantier. Hein. Et donc voilà, le faire fonctionner. Et comme disait Stéphane Bern, il faudrait une subvention de fonctionnement derrière. Il ne faut pas seulement refaire le patrimoine, il faut derrière qu'il y ait quelque chose. On reviendra en tous les cas pour le premier nous serons spectacle. ravis de vous recevoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce